Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Olivier, qui est actuellement from Boston, aux États-Unis. Et je laisse présenter Olivier parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur toi. Du coup, je pense que tu es le meilleur à Bien sûr. à te présenter et parler de toi. Merci beaucoup Non, d'être mais ici. Olivia, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast et aussi merci de me compter parmi les premiers dans le lancement de InMotion Creativity Intelligence. Je trouve que c'est un très beau projet et donc ça me fait vraiment grand plaisir de pouvoir être quelque part à l'origine de tout Merci ça. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et donc voilà, pour résumer qui je suis en quelques mots pour les auditeurs. Voilà, donc mon nom est Olivier Saint-Vincent et donc j'ai récemment créé avec des collègues une école en ligne franco-américaine qui s'appelle OFA Lycée et qui est une école complémentaire qui permet à des enfants français et francophones aux États-Unis de pouvoir continuer une scolarité en français jusqu'au bac et de pouvoir envisager la suite des études. Et c'est un petit peu la dernière facette de ma carrière. On y reviendra certainement. Je suis donc français, je suis né à Aix-en-Provence, dans l'une des plus belles villes du monde, Non, dans la c'est vrai que Provence. c'est une très très belle ville. Voilà, une ville qui, Confirme aussi. entre guillemets, emprunte à l'Italie, un peu aussi à l'Espagne Mm. et bien évidemment à la France. Et voilà, je suis entre guillemets un produit français de l'éducation française avec euh, les classes préparatoires, avec les études à Paris à la Sorbonne. Et ensuite, je suis devenu enseignant certifié de lettres classiques, donc français, latin et grec, Ah, passionné de philosophie, qui a enseigné pendant 15 ans dans un lycée français à Boston et qui, voilà, récemment vient de créer, je parle de moi à la troisième personne, je suis désolé, mais vient de créer OFA Lycée, donc un lycée en ligne. Avant Covid, mhm. puisqu'on, voilà, cette idée était dans notre tête depuis longtemps et c'est en juin 2019 que tout ça a été mis en mouvement. Donc voilà, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que l'un des moteurs de mon existence a toujours été l'enseignement et la philosophie, ou je dirais la philosophie et l'enseignement, puisque j'ai longtemps cru, et on pourra revenir dessus d'ailleurs si tu le veux, Oui. mais j'ai longtemps cru que l'éducation était l'une des manières, peut-être la meilleure, de changer le monde, et la philosophie étant, d'après Pierre Bourdieu, la discipline maîtresse, la philosophie m'aiderait à accomplir ce changement. Ah bah oui, 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 non, non, je suis d'accord, je suis d'accord totalement avec toi. Et merci beaucoup. Je Et t'en prie. j'avais une question. Comment c'est venu l'idée de enfin lycée parce que c'est un super bel projet. Enfin moi je trouve super intéressant. Comme une fois on avait déjà discuté, j'avais dit Oui, c'est dommage que quand j'étais jeune étudiante, oui, n'existais pas du tout. Et exactement. Mais en fait, c'est donc l'origine à l'idée. Donc voilà, on est quatre cofondateurs et, et en fait, avant tout, je crois que ce qui nous a amenés jusque-là, c'est le désir de travailler ensemble. Donc avec les collègues merveilleux avec qui je travaille, Géraldine Guillermin, Valérie Burnick, Thomas Renaud. Et c'est avant tout le désir de travailler ensemble. Parce que bon, comme on le sait, et c'est maintenant partout sur Internet, mais 75% des gens font un métier dont ils ne sont pas véritablement fiers et oui. heureux. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait envie de travailler ensemble, qu'on était bien, qu'on avançait, qu'on était productif dans le sens philosophique du terme, qu'on produisait des choses, des résultats avec les élèves. Et c'est avant tout voilà, cette petite communauté qu'on a voulu agrandir et qui aujourd'hui compte presque une centaine d'élèves et compte une vingtaine d'enseignants, donc à temps partiel, Mhm. mais quand même, donc cette communauté maintenant
à peu près de 125 individus qui forment la communauté Ofa-Lycée. Donc il y a ce désir avant tout d'être ensemble, de travailler ensemble, puisque bon, c'est une des choses qu'il faut qu'on fasse dans notre existence quotidienne. On doit se lever, travailler, manger et aller dormir. Donc quitte à le faire, autant le faire dans la joie, dans la bonne humeur, avec des gens qu'on aime. C'est ça qu'on fait. Et puis d'autre part, on était collègues, enfin voilà, on travaillait ensemble depuis longtemps et on observait dans le lycée international, lycée français où on était à Boston, on observait les avantages de ce type d'école et aussi les inconvénients. Par inconvénients, j'entends ce qui manquait dans cette école. Et d'autre part, on avait par ailleurs des élèves qui avaient basculé dans le système américain, le système éducatif américain, qui est un système éducatif qui est très intéressant, souvent méprisé par les Français et par l'extérieur. Mais bon, c'est pas le lieu d'en parler, mais on pourrait en parler. Et, et donc, on observait aussi les avantages et les inconvénients du système américain. On s'est dit pourquoi pas créer un lycée en ligne qui permette de toucher tous les Français aux États-Unis. Et par toucher, je ne veux pas dire toucher dans un sens commercial, puisque ce qu'on propose est très accessible, mais, mais toucher dans le sens aller à la rencontre de familles, Mhm. d'élèves qui sont des laissés pour compte du système, au sens où l'éloignement géographique rend impossible toute forme de culture ou d'apprentissage du français, ou bien l'éloignement financier, c'est-à-dire que quand vous devez payer 40 000 dollars par mois et que votre salaire est de 40 000 dollars, vous ne pouvez pas envisager de faire suivre à vos enfants un enseignement français. Donc, donc l'idée de online euh, n'est pas venue d'une opportunité du moment, puisque c'était avant Covid, mais elle est venue de ce fait qu'on voulait être accessible au plus d'élèves français et francophones aux États-Unis. D'accord. Mais du coup, comment est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne en fait? Parce que c'est super intéressant. Exactement, Ouais, je c'est pense une très que bonne question. pour certaines personnes, c'est un peu, mais comment Oui, c'est possible? oui, Enfin, c'est pour que tout le monde arrive à comprendre tout à fait. comment ça C'est une marche. très bonne question. Au tout début, ma tante me disait, mais Olivier, alors tu vas aller travailler à 8 heures. Enfin, elle pensait que c'était un lycée français américain en ligne de 8 heures à 15 heures, tu vois. Et en fait, pas du tout. Euh, l'idée, l'idée derrière est de rendre possible deux cursus, deux Mhm, systèmes en même temps. Et donc, on est nécessairement dans la complémentarité. Pour être très concret et éviter les grands mots, ce qui se passe, c'est que donc l'élève français, francophone ou américain, mais euh, se rend dans son école américaine. d'accord. Donc avec Covid, voilà, ce qui n'était pas planifié, c'est que la plupart du temps, en ce moment, mes élèves, par exemple, que j'ai ou nos élèves, ben, sont dans une école en ligne publique américaine. D'accord. Et ensuite, l'après-midi, donc après les cours dans l'école américaine, ils se rendent sur la plateforme d'OFA Lycée. Et à ce moment-là, par exemple en sixième, ils ont 2 fois 45 minutes de français et 2 fois 30 minutes de mathématiques. D'accord. Et après, s'ils préparent des examens comme le brevet ou ils préparent des examens comme le bac, alors à ce moment-là, ils ont plus de cours puisqu'ils ont plus d'options et ils doivent, voilà, là, c'est plus 5 heures de cours par semaine et 5 heures de préparation. Donc c'est vraiment une école de la complémentarité Mhm, et qui en même temps, tu vois, par exemple, moi, dans ma matière, le français et la philosophie, euh, c'est vraiment un choix cornélien, c'est-à-dire que j'ai dû enlever du curriculum ce que je pouvais enlever pour rendre possible l'enseignement et en même temps le plus efficace possible. Donc par exemple, concrètement, ça veut dire que l'écriture, tu vois, est passée au premier plan de l'enseignement en français. Mes élèves, tu vois, de 6e, ils en sont à leur 18e rédaction. Hier soir d'ailleurs, j'étais assis au coin du feu et je me disais que j'étais un bourreau
parce que 18 rédactions, ça fait beaucoup. Tu vois, 18 rédactions de 200 mots. Et D'accord. donc, à la fin de l'année, il y a 32 semaines, ils en auront fait 32. Donc, l'écrit, nous, à l'écriture, le passage à l'acte de l'écrire est passé au premier plan, alors que généralement, tu vois, quand tu as 5 heures de cours, eh bien, tu te dis, bon, ben, ils feront une ou deux rédactions, un travail écrit ici, voilà. Donc, tu vois, tu en as deux, trois par trimestre, et puis c'est bon, c'est plié. Donc voilà, une des modalités de l'enseignement du français. Et une autre, par exemple, tu vois, j'ai dû emprunter au système américain la conception, tu vois, de la mécanisation d'un savoir. Tu sais, ils pratiquent beaucoup, et les Français critiquent beaucoup, le QCM, la Ah question à oui. choix multiples. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que pour la grammaire française, c'était très intéressant parce que ça permet d'automatiser un savoir qui généralement, tu vois, paradoxalement, est su par l'élève. C'est-à-dire quand on Mhm. demande à l'élève comment tu fais la différence entre des homonymes comme A et A avec accent, ils savent la règle, mais après ils font la faute, ce qui est très frustrant. Et le mécanisme du QCM qui est extrêmement simple, avec des tests qui sont extrêmement simples, mais qui, qui sont, qui sont plus par la quantité que par la qualité, par la complexité des questions, Mhm. leur permettent d'emmagasiner D'accord. ce savoir et de le rendre inconscient, tu vois, Ah ben, plutôt que réflexif. Donc on agit sur une mémoire inconsciente plus que sur une mémoire, tu vois, discursive oui, ou oui. rationnelle. Ben, super, vous allez beaucoup plus vraiment en profondeur. Oui, quelque part, oui, tout à fait, tout à fait. Ah ouais, c'est super. Et du coup, maintenant, ce que j'ai compris, parce qu'on a pu, Oui, on a eu l'occasion de parler d'autres fois. Maintenant aussi, enfin, le lycée, c'est aussi pour les plus jeunes. Vous allez ouvrir aussi tout à fait. des classes. Oui, on va ouvrir, on a voulu ouvrir pour créer une cohérence avec Mhm. l'éducation nationale et le cycle 3. Donc le cycle 3 est un cycle qui se termine en sixième et qui comprend le CM1, CM2 et sixième, et on n'enseignait qu'à partir de la sixième. Donc pour intégrer cette cohérence dans Fa Lycée, on a ouvert à partir du CM1 et voilà. Et donc là, on avait, bon, par ailleurs, beaucoup de familles qui nous demandaient, notamment des frères, des petits frères et des petites sœurs. Et voilà, ça a été pour nous l'occasion, on a bien réfléchi, d'étendre cette opportunité. Et là, en toute sincérité, je pense que s'il n'y avait pas eu Covid, on aurait été beaucoup plus prudent dans la mesure où c'était des petites classes, CM1, CM2, et l'utilisation de l'écran et Mhm. de l'enseignement numérique n'était pas évident. L'indépendance que requiert, tu vois, l'enseignement en ligne Oui, c'était n'est pas un peu quelque ma chose. question, ma question. La question après, c'était ça en fait, parce qu'avec les plus petits, tout de suite, je pensais que c'est plutôt l'autonomie, être devant l'écran, comment vous avez en fait géré cette partie. Voilà, mais comme je te dis, on a tablé sur cette lacune, entre guillemets, qui aurait été comblée de force par le confinement et la mise au pas du monde à l'éducation en ligne. Euh, c'est vrai que l'année qui vient va être pour nous une année d'observation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des certitudes, on arrive avec un esprit d'ouverture, on va voir exactement comment ça se passe. Notre intérêt premier, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est le bien-être de l'élève. Euh, Comme je disais, moi, ma formation, c'est la philosophie antique, donc les lettres classiques. Et, et, et je pense que pendant très longtemps, voilà, on a fonctionné sur l'excellence académique, l'excellence scolaire. Et voilà, ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'excellence existentielle, le bien-être de nos élèves. Donc voilà, on approche l'année 2021-2022 avec une grande ouverture d'esprit. On va voir exactement comment ça se passe et comment réagissent nos plus jeunes élèves. Et puis à partir de là, voilà, on fera les adaptations nécessaires. D'accord, mais merci beaucoup. Non, J'ai aussi d'autres questions sur vas-y, Ophélie, vas-y, c'est super intéressant. Parce que bien sûr. voilà, il y a
l'école est en ligne, mais je sais que vous avez aussi, il y a aussi d'autres, enfin, d'autres, on les appelle services ou enfin l'école, il y a les cours, mais il y a aussi dans une école, il y a aussi Oui, exactement. d'autres Tout à fait. Il y a d'autres, activités, d'autres. il y a d'autres services et notamment, et j'y rends pas assez justice, quand je te parlais de l'élève de sixième qui fait son petit français, ses petits maths, il y a aussi les grandes socio-emotional learning. Donc j'espère qu'on pourra travailler ensemble l'année prochaine. Mais ce social emotional learning où en fait, voilà, à peu près à raison d'une heure par semaine, peut-être divisé par petites sessions, l'élève est suivi par un spécialiste. Alors, j'emploie le mot coach, et là aussi, un jour, on pourra discuter de ce mot. Euh, un coach socio-émotionnel qui prend le pouls de sa relation à l'étude, de sa relation voilà, au travail, à l'enseignant, à l'existence, et puis aux objectifs qu'il va pouvoir se fixer, en sachant que je crois que, enfin j'espère qu'aujourd'hui c'est terminé la croyance que avoir un diplôme rendrait heureux Ah oui. parce que il rendrait riche ou parce que il permettrait d'avoir une position sociale. Donc ça que je crois que tout le monde a compris, l'ensemble de la communauté éducative, les parents et les enseignants, que c'est pas parce qu'on est fort en maths ou en français qu'on fait des grandes études, qu'on sera heureux. Ah Donc oui, oui. c'est pour ça que les élèves consacrent du temps un petit peu chaque semaine et chaque mois à cet enseignement socio-émotionnel où c'est eux qui font le cours avec le coach parce que avant tout c'est la connaissance de soi. Ah, merci beaucoup. Oui. Moi Bon. aussi, je suis d'accord avec toi, avec que c'est pas parce qu'on est diplômé, on gagne beaucoup d'argent ou on est heureux. Parce que sincèrement, je suis tout à fait d'accord. Exactement. Tu sais, et j'écoutais un coach qui s'appelle Angel, bon j'ai oublié, mais sa méthode s'appelle Encuentra tu camino, Ah, ISSC. Je ne sais pas si tu le connais. non, mais déjà entendu. Puis Et c'est intéressant parce que, donc, enfin, trouve ton chemin. Mhm. Donc bon, c'est pas qu'il fait fortune avec Covid, mais presque. Mais, mais c'était intéressant chez ce garçon parce qu'il commence sa présentation en revenant sur son propre passé. Et la première chose qu'il met à plat, euh, c'est son diplôme de meilleur élève du monde. Et en gros, son premier travail, qui serait le meilleur travail du monde, travailler comme ingénieur à Microsoft à Seattle. Et ce garçon a une sorte de révélation. Il n'est pas heureux. Et c'est comme ça qu'il a lancé son site Encuentra tu Camino. Et Bah, c'est non, intéressant parce que ce genre de garçon, voilà, n'avait aucun rapport avec la philosophie. Tu vois. C'est visiblement quelqu'un qui n'a pas lu Sénèque et voilà, qui à 25-30 ans se dit, mais si la vie avait un sens autre que l'argent et la position sociale. Donc, ce qui n'est jamais trop tard, mais oui, non, jamais, non, non, non. bon, alors le truc, c'est voilà, de faire un système financier voilà, de quelque chose qui devrait être gratuit comme la philosophie. C'est-à-dire, tu prends Sénèque, c'est gratuit, mais voilà, enfin, c'était une petite remarque comme ça au passage. Merci beaucoup. J'ai une autre question avec Ophélie. Euh, Tout à l'heure, quand je t'écoutais, tu disais que c'est plutôt pour les, les étudiants français aux États-Unis. Est-ce que vous avez, je pense, vous l'avez déjà pensé, peut-être, Mhm. est-ce que ça s'ouvrira après aussi aux Français, peut-être dans d'autres pays Tout à fait. euh, En fait, on y pense parce qu'on a déjà des élèves dans d'autres pays. Tu vois, par exemple, on a une élève qui est au Mexique, une élève en Écosse, en Angleterre, en France. Et donc, on a une enseignante qui est à Lisbonne.
D'accord. Donc si tu veux, aujourd'hui, et c'est vraiment la beauté du système, c'est que l'une de mes grandes préoccupations, qui était de rendre, tu vois, la philosophie populaire, de rendre l'éducation à tout le monde, est possible à travers l'éducation en ligne. Parce qu'en fait, en 2007, et c'est quelque chose voilà, que je voudrais partager avec les auditeurs, c'est que Mhm. en 2007, en arrivant à Boston, enfin une année après être arrivé à Boston, j'ai fondé avec le soutien d'un philosophe, donc qui est un peu polémique, mais qui est un grand philosophe pour moi, qui s'appelle Michel Onfray, j'avais fondé l'Université populaire de Boston. D'accord. Et donc pendant des années, enfin donc pendant 5 à 6 ans, j'ai œuvré donc bénévolement avec une équipe de professeurs qu'on avait montée voilà, à cette idée chère à Michel Onfray et à d'autres des universités populaires, voilà, de rendre la philosophie populaire et de rendre le savoir accessible à tout le monde. Et je dois dire que enfin, c'est pas un constat d'échec pour ma part à Boston, mais c'est que finalement, finalement dans mes cours, euh, j'ai progressivement enregistré mes cours. Donc, en gros, il y avait pas, il y avait, tu vois, une vingtaine, une trentaine de personnes qui venaient, mais Mhm. c'était pas des gens qui ne pouvaient pas payer. Autrement dit, je me suis rendu compte que l'université populaire, en tout cas à Boston, je vais le dire comme ça, touchait toujours la même population socialement, et elle ne touchait D'accord. pas, tu vois, elle n'était pas transversale. Et à partir du moment où je me suis mis à enregistrer mes cours de philosophie en ligne et à en faire des podcasts et à les mettre sur Apple et sur Spotify, à ce moment-là, les vues ont explosé et je me suis mis à recevoir plein d'emails de partout, de tout type de gens. Wow. Et ce que je veux dire, c'est que, bon, alors, on dit beaucoup de choses sur l'enseignement en ligne, on critique beaucoup, mais l'une des vertus, c'est justement de pouvoir retrouver ce rêve philosophique et je dirais socratique, qui est Mhm. que la philosophie, le savoir, et je dirais la vertu, peut être comme ça transmise de manière gratuite et surtout transversale, en touchant tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet et tout le monde a accès à un podcast et à Mhm. YouTube et que c'est devenu l'un des médias du savoir les plus puissants qui ait jamais existé dans Oui. l'histoire de l'humanité. Donc ça, voilà, en tant que franco-français, produit du système français, je dois reconnaître que Internet et l'éducation en ligne est un grand pas dans la culture, Ouais, oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. à ce niveau-là. Après, on pourra toujours discuter. Et est-ce que tu continues à faire des podcasts en Mais, philosophie alors, pour te dire la vérité, en fait, pendant 10 ans, j'ai eu un podcast bon, qui avait, entre guillemets, du succès et qui était à double entrée avec les cours de philosophie et une espèce d'émission qui s'appelait Les Tontons Flingueurs, qui était plus un podcast satirique sur la société. Et après avoir lancé une série de, une série de vidéos YouTube qui s'appelait Les philosophes à ne pas lire, qui était plus une provocation qu'autre chose, mon site a été piraté. Ah oui? Et j'ai perdu 10 ans de travail d'un seul coup. Oh, Voilà, wow. donc j'ai dû arrêter. Et ouais, alors, aujourd'hui, j'ai plus accès à mon philo voyou sur YouTube. J'arrive pas, c'est Hmm. fini. Donc j'ai été rayé de la carte. Donc une bonne partie de mes podcasts ont été perdus. Oui, oh. Voilà. Mais comme je dis toujours, quand on cherche la bagarre et qu'on la trouve et qu'on perd, c'est ce qui a été mon cas parce que j'ai cherché la bagarre avec Alain Badiou, Alain Finkielkraut et d'autres, eh bien j'ai perdu et c'est tant pis, je me suis relevé et momentanément j'ai mis la polémique et la provocation derrière moi. J'ai pris une leçon de vie. Bah, ouais, bah, des fois, oui, des fois, quand ça arrive, aïe, aïe, aïe. Oui. Ah. Donc voilà Euh, pour la réponse sur les podcasts. Mais je dois te dire que ça continue à me démanger et j'ai mhm. très envie de lancer en ce moment un podcast sur des lectures d'œuvres de littérature que j'aime beaucoup. Hmm. Euh, simplement, tu vois, le plaisir de la voix, le plaisir d'écouter la voix avec peut-être une petite musique qui accompagne la lecture et un petit commentaire, ça me plaît beaucoup parce que personnellement, je suis
un individu qui est très auditif Mhm, et, et je me souviens particulièrement bien d'un texte quand il est lu, moins bien quand il est lu par quelqu'un d'autre, moins bien quand c'est moi qui le lis avec mes propres yeux. mhm. Et donc j'ai très envie de me lancer là-dedans. Donc je te tiendrai au courant. Bah oui, oui, ça semble une super bonne Et idée, si tu veux hein. le faire en italien ou en français ou en espagnol, je suis aussi preneur. Oui, bah oui, non, c'est une bonne idée. J'ai une autre question sur est-ce que il y a aussi d'autres projets, t'as d'autres projets dans le futur sur enfin lycée ou peut-être d'autres projets en parallèle. Je suis assez curieuse. Bien sûr. T'as l'air vraiment très créative, du coup. Oui, 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 oui. Euh, Alors en fait, avant de créer Ophalicée, et c'est peut-être un temps de gestation, tu vois, presque comme quand on est enceinte, mais avant Ophalicée, pendant un an, avec ma famille, mon épouse et mes deux enfants, nous sommes allés à Madrid en année sabbatique. Et l'objectif de cette année était d'écrire un roman, parce que c'était quelque chose que j'avais toujours eu à cœur. Bon, le roman n'est pas terminé, il me reste 50 pages, puisqu'Ophalicée est né quasiment avant que je termine le roman. Et donc, il y a ce roman qui est presque fini, qui est presque terminé, avec 400 pages, qui est... Alors, c'est pas du 400 tout quelque... pages? Oui, 400 pages. Ouais, alors là, 50 pages, c'est le bonheur, hein. Ouais. Donc voilà, c'est 400 pages, il m'en reste, voilà, il est quasiment terminé, Mhm. mais j'ai donc concrètement pas eu le temps matériellement de le terminer. Et, et donc c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'est un roman donc d'aventure fantastique, Mhm. historique, donc qui mélange tous ces genres, Wow. de, de jumeaux qui sont les descendants de Jules César, qui sont à New York dans les années 2020 et, qui doivent faire face à un virus, et je dis bien, donc ça c'est avant Covid, qui C'est doivent avant faire à un Covid. virus qui a été mis au point par un méchant personnage capitaliste et tout ce que tu veux, qui veut être le roi du monde. Et ça me permet, comme ils sont les descendants de Jules César, ça me permet de faire quelque chose qui est assez traître, qui est de passer beaucoup de séquences d'histoire romaine sur Jules César, ses relations avec son ennemi Pompée. Et j'ai mené plein de recherches sur le trésor qui était dans le temple de Saturne. Mhm. Lorsque César franchit le Rubicon, tu vois, donc Pompée fuit Rome, qu'il occupait, puisqu'ils étaient tous les deux consuls, et il vide les caisses euh, du trésor capitolin. Et en fait, je prends ce point de départ historique pour dire que ce trésor a été caché, a été récupéré par César, qu'il a été caché, et donc que ses descendants vont le retrouver. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie, puisque je m'étais intéressé à la philosophie, avec le manifeste du philosophe voyou. J'avais fait du storyboard avec mon frère lorsqu'on s'est intéressé au cinéma et lorsqu'on avait monté la Fédération des storyboarders français. Euh, j'avais fait des livres de close combat avec les arts martiaux. Et donc là, j'avais envie de faire un roman. Donc là aussi, c'est une partie de mon existence, la créativité romanesque qui m'intéresse beaucoup, et surtout de créer des romans qui parlent aux jeunes aujourd'hui en français. Parce que c'est un point qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, mes élèves en français, de la sixième à la première, ont beaucoup de mal à trouver des ouvrages qui les intéressent en français Ah et qui oui. s'adressent à eux. Et on peut leur faire lire Balzac, on peut les réenchanter pour Madame Bovary avec Flaubert. Il n'en reste pas moins que le vocabulaire est trop lointain et qu'ils ont du mal encore à connecter, enfin toujours à connecter. Donc Oui. voilà, c'était dans cette démarche aussi d'être accessible à mes élèves et d'avoir écrit un peu ce livre pour mes enfants et pour mes élèves. Et c'est quand que tu penses que... Ben, je sais pas. Je sais pas parce que une des parties de ma réflexion actuelle porte sur la manière de diffuser aujourd'hui un roman. Par exemple, en France, il y a à peu près 300 livres par jour, enfin avant Covid, j'ai pas les chiffres post-Covid,
Mais avant Covid, il y avait 350 livres publiés chaque jour. 350. Alors, il n'y a pas que des romans, il y a plein de choses dedans, mais voilà. Donc, au mieux, tu vends 3000, 5000, 10 000 exemplaires, et si ton éditeur n'a pas investi de l'argent dans le marketing, dans les press releases, etc., etc., c'est très difficile que ton roman touche des gens. Donc je suis en train de réfléchir à des manières de le rendre populaire, même s'il est gratuit, tu vois, et de faire en sorte que le plus de gens l'aient. Et j'avais pensé, tu vois, à une campagne Kickstarter. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme Non, non, non. qui, pour les artistes et les ingénieurs et les personnes créatives, permet de lancer un projet en faisant du crowdfunding. Ah oui, 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 Donc d'accord. chacun participe un peu et donc voilà, parce que dans ce livre, j'ai le projet donc avec un dessinateur illustrateur qui s'appelle Pierre-Emmanuel Châtillet Mhm. de d'illustrer le livre. Parce que j'adorais, tu sais, les livres de Jules Verne où tu avais un roman d'aventure avec des illustrations. Donc j'ai voulu récupérer cette idée-là et avec Pierre-Emmanuel Châtillet, donc lui fait les illustrations et donc moi je fais le texte. Pierre-Emmanuel Châtillet, c'est quelqu'un, tu vois, qui a fait plein de storyboards, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Tu vois le film The Pink Panther ou Rush Hour Mhm. avec Oui, Jackie Chan. oui, oui, Euh, oui. mais en ce moment, il développe aussi sa propre production artistique qui est très intéressante. Bon, si tu écriras un autre livre, je pourrais faire tes illustrations. Bon, moi, je suis pas à ce niveau. D'accord. Et puis, Non mais, je suis encore assez débutante. Bah, non mais avec plaisir, avec plaisir. Tu sais, il y a un jour quelqu'un qui me dit, mais Olivier, ce que tu fais n'a aucune cohérence. Parce que, donc, il y avait d'un côté les arts martiaux, de l'autre côté le cinéma, de l'autre côté la philosophie, le roman, l'enseignement. Et en fait, je suis pas. Donc, j'ai répondu à cet ami que j'étais pas d'accord avec lui, parce que, tu sais, j'ai toujours eu l'image d'un. J'ai toujours eu l'image, et c'est possible aux États-Unis, enfin, en tout cas, c'est mieux accepté aux États-Unis, tu vois, du polymath ou du polygraphe. Tu sais, c'était dans l'Antiquité assez courant, des polygraphes, c'est-à-dire ils écrivaient aussi bien sur les sciences que sur la philosophie, que la poésie, c'était aussi des athlètes. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qu'on a perdu dans notre société. C'est-à-dire que, voilà, si tu es écrivain de 8 heures du soir à 8 heures du matin à 8 heures du soir, ou de 8 heures du soir à 8 heures du matin, tu n'aimes pas le sport. Bon, il y a des exceptions avec Hemingway, par exemple, qui va faire de la boxe, mais tu es obligé d'être dans une case. Tu vois, la case écrivain. Si tu fais du sport, tu peux pas être un artiste ou un chanteur. Alors tu auras des exceptions avec Grand Corps Malade, mais lui, justement, c'est comme s'il était venu à la chanson parce qu'il a eu une chute et une paralysie. Tu vois, c'est intéressant. Donc j'aime bien l'idée, je ne suis pas mort, mais j'aime bien l'idée d'avoir construit une destinée qui soit pas classique dans le sens d'aujourd'hui et qui soit antique dans le sens des philosophes antiques, où voilà, l'athlétisme joue un grand rôle, la philosophie, les arts, le cinéma, etc., etc. Même si aujourd'hui il n'y a pas l'air d'avoir de cohérence, la cohérence elle est interne dans la mesure où ce qui compte le plus pour moi c'est cette unité du corps et de l'esprit. Voilà. Je suis aussi bien un boxeur qu'un philosophe, qu'un poète, que quelque chose d'autre, non, tu non, vois. mais je suis d'accord avec toi parce que pour moi aussi, c'est pareil. Je suis danseuse, je suis psychologue, consulaire, je fais les illustrations, j'écris. Enfin, pour moi, c'est pareil. C'est pas. Puis, j'aime pas du tout mettre les gens dans les cases. Enfin, c'est Exactement. tellement, tellement unique. Pour moi aussi, effectivement, faire aussi. Euh, ces interviews pour montrer la créativité, vraiment la beauté créative de chaque personne. Parce qu'en fait, pour moi, chaque personne est unique. Du coup, Exactement. Exactement.
Moi, j'avais eu un jour ce projet, tu me diras quel projet j'ai pas eu, j'avais eu ce projet de faire des grands entretiens avec des petites gens. Alors, je me considère dans la catégorie petites gens, dans la mesure où, tu vois, on a tous voilà, cette partie de créativité qui est extraordinaire et qui nous permet d'accéder à ce statut de héros du quotidien. Mhm. Et les gens que on nous montre la plupart du temps comme les héros, je ne sais pas, par exemple, les acteurs, les grands écrivains, les grands hommes politiques, sont la plupart des gens qui sont là parce qu'ils ont été choisis par le système et parce ils intéressent le système. Et souvent parce qu'ils sont des amis de quelqu'un. Et c'est ça qui est tout à fait naturel, compréhensible. Mais c'est pour ça que je trouve que des projets comme tes podcasts sont très intéressants parce que on donne la parole euh, à tout le monde. Bah oui, moi je trouve vraiment ça m'appassionne. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce projet. Et c'est ça, je veux vraiment montrer la beauté de chaque individu et la créativité. Chacun, en fait, voilà, si c'est soi-même, il y a ses idées, créer. Enfin, regarde, toi avec tes collègues en travaillant Bien ensemble, sûr, et puis vous avez créé enfin lycée, vous avez d'autres projets qui vont autour d'enfants lycée. Tu es en train de presque finir ton livre. Enfin, c'est magnifique. bien sûr, bien sûr. Et excuse-moi, je me rends compte que j'ai pas répondu à la question des services. Tu sais, plus précisément, mais j'ai parlé du socio-émotionnel, mais j'ai pas parlé du reste. Mais c'est que, voilà, quelque chose qui est important et qui est lié au socio-émotionnel, c'est que à Ofa Lycée, on s'est rendu compte que on ne peut pas, on ne peut pas apporter un savoir à des individus de manière froide et aveugle, au Mhm. sens où le socio-émotionnel, enfin le terme est bon, est un petit peu froid et aveugle, mais le socio-émotionnel permet à l'individu, et donc à l'élève, de se mettre en perspective, de se connaître soi-même, d'avoir une véritable démarche philosophique. Et après, ce qu'on propose aussi, c'est ce qu'on appelle en français l'orientation, college counseling en anglais, qui là aussi permet cette mise en perspective d'une existence avec un projet existentiel. Oui. Et c'est ça qui est très important, c'est que, bon, par exemple, aujourd'hui, on sait tous que si on fait du coding, voilà, on peut se passer de l'école. On peut très bien faire du coding toute la journée. On sait qu'on aura un travail dès qu'on aura suffisamment de connaissances en coding, puisqu'il n'y a pas vraiment nécessairement besoin d'afficher son âge. Et donc, on pourra avoir un garçon de 15 ans qui commence à gagner beaucoup plus d'argent que n'importe qui a fait de très belles études. Donc en fait, cette vraie réflexion qu'on mène et qu'on permet aux élèves de mener sur leur orientation et sur leur futur, je me rends compte que ça apporte vraiment quelque chose aux êtres humains. Et c'est vraiment quelque chose de bien. Donc cette partie d'orientation. Oui, c'est super important. Oui. C'est très bien. C'est bien aussi tu as parlé de ces services parce que c'est quelque chose aussi de très important. Et ça complète en fait tout le travail que vous êtes en train de faire. Ben, merci beaucoup. Non, non, je t'en prie, merci à toi. Comment, parce que c'est vrai qu'on on parle, le temps il Oui, passe, il passe bien super vite. sûr, bien sûr. On pourrait rester, je pense, des heures, mais je pense ce sera une première interview, mais il y aura d'autres sur d'autres sujets. On pourra choisir d'autres sujets, aller euh, aussi. Bien sûr, quand tu veux. Quand tu veux, et puis écoute-moi certainement, ça sera dans la réciprocité, puisque je te contacterai peut-être pour un podcast. C'est ça qui est génial. Et une dernière chose, Olivia, c'est que, tu sais, en 2011, lorsque je me suis mis à faire passer les cours de l'université populaire en podcast, je te jure, ça a été difficile. Parce que à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, c'était compliqué, il fallait vraiment, tu vois, il fallait vraiment s'y connaître. Et ce que je trouve génial, c'est qu'avec Covid, on a rendu encore une fois tous ces outils extrêmement accessibles. Oui, c'est vrai. Et, et- et c'est une merveille parce qu'on peut partager avec le monde Oui, ce qu'on ressent
et on peut voilà, rentrer en connexion. Et je voudrais terminer sur cette notion stoïcienne du cosmos. C'est-à-dire que les stoïciens étaient très croyants et ils croyaient dans l'idée du cosmos au sens où on était une partie du tout. Et, et- et c'est merveilleux, tu vois, de penser que quelque part, Internet, l'éducation en ligne, tout ça permet de retrouver cet idéal stoïcien où chaque individu doit agir en fonction de cette idée très importante qu'il appartient à un tout et à une communauté humaine. Ouais. Bah, Voilà, c'est Marc Aurèle. On termine avec un petit coup de Marc Aurèle. c'est super ending. C'était vraiment, c'est super Merci, plaisir à chaque fois de parler avec toi. Merci beaucoup, Olivier. merci beaucoup. Et bah, à bientôt. Et À très bientôt. Merci, merci.